On l'imagine fige en noir et blanc, menton volontaire, regard d'aigle, la voix de tribun roulant comme un tonnerre des prairies. Mais derrière le costume impeccable du 13e Premier ministre du Canada, il y a un homme qui n'est pas, contrairement à ce que répètent parfois les fiches trop vite lues, le chef au plus long mandat de l'histoire du pays. Ce record appartient à Mackenzie King. John George Diefenbaker, lui, régnera de 1957 à 1963. Fulgurance plus que longueur, ascension météorique suivie d'une guerre d'usure. Et derrière la silhouette publique, il y a, surtout, une histoire privée faite de dévotion silencieuse, d'effacement troublant. Et de fidélité malheureuse, de mariages, des amitiés politiques féminines qui bousculent un siècle, des non-dits qui grincent. Dans les autobiographies et les musées. Voilà notre voyage, ouvrir les portes de cette vie, écouter les battements discrets qui rythment la grande politique, et regarder comment les femmes qui l'entourent, épouses fantômes, partenaires combatives, ministres pionnières, reines en tailleur pastel, dessinent par reflet, le portrait d'un homme. La scène s'ouvre sur les plaines de la Saskatchewan. Avant les tribunes, il y eut la poussière des routes en gravier et les salles municipales où on coupe l'air avec un couteau de poche. John naît en 1895, dans une famille modeste, et comprend très tôt que, pour se faire entendre, il faut savoir raconter une cause, un visage, un pays. Avocat des petites gens, il défend des fermiers étranglés par les créanciers, des travailleurs sans appui, et s'imagine déjà brandissant au Parlement un Canada plus droit, plus vaste que les intérêts d'Ottawa. Dans cette ambition, un personnage entre comme un coup de cymbale, Edna May Brower, institutrice au regard faible, qu'il épouse en 1929. Edna n'est pas seulement la femme de, elle devient l'éclaireuse de terrain, celle qui, dit-on, arrive la veille dans les villages. Récolte des prénoms, des chagrins, des dettes, pour que son mari, le lendemain, parle au bon moment de la bonne vache malade. De la Syrie qui licencie. Le couple fonctionne comme une campagne électorale pliée en deux, lui, la voix et la vision, elle, l'oreille et la géographie. Edna mourra en 1951, 6 ans avant que John n'entre au 24, promenade Sussex. Et c'est là que l'histoire se fait piquante. Pendant longtemps, Diefenbaker parlera très peu d'elle, trop peu au goût de certains biographes, au point qu'on racontera qu'une première version de ses mémoires l'avait oublié, presque entièrement, avant que des conseillers ne l'exhortent à réparer cet effacement. Qu'on y voit une pudeur ou une volonté de réécrire sa propre légende, ce silence donne à Edna une aura d'ombre portée, la première architecte d'un destin, disparu juste avant l'inauguration. Pour sentir la place d'Edna, il faut entrer dans une cuisine de Saskatoon au tournant des années 1930, le soir, les cartes de circonscription étalées, des listes de donateurs griffonnés au crayon, des anecdotes glanées à la sortie de l'église. Edna annote, à Mayfair, ne pas oublier la grange de MacLeod, toiture effondrée, Madame K. Veuve, 3 enfants, parler d'assurance emploi. Et quand John monte sur l'estrade du patelin suivant, il pointe du doigt, raconte la grange, la veuve, les enfants, on jurerait que il connaît tout le monde par son prénom. L'effet est foudroyant. Le politicien devient un voisin. Les témoignages des années 30 et 40 la décrivent encore comme une organisatrice aux nerfs d'acier, la première à arriver, la dernière à ranger les chaises avant que la maladie ne mette son corps en faillite. Le 7 février 1951, la nouvelle tombe, Edna est morte d'une leucémie. À la Chambre des communes, fait rare pour une non-élue, on prononce des éloges qui laissent John bouche close et nain blanche. Il est seul, mais pas pour longtemps. 1953, 2 ans après le deuil, un nouveau mariage. Olive Palmer, qui deviendra Olive Diefenbaker, entre dans la vie de John par la grande porte des années 50, élégante, sûre d'elle. Parfaitement à l'aise dans le protocole et la conversation diplomatique. Si Edna avait été la stratège invisible, Olive sera l'ambassadrice lumineuse, celle qui s'immortalise sur les clichés officiels accroches. Dans les couloirs, on la voit sourire aux côtes d'Elizabeth II, face à Jackie et John Kennedy, main gantée sur sac à poignée, posture impeccable. Quand Diefenbaker renverse les libéraux en 1957, Olive devient la première dame d'une capitale qui découvre d'un coup le sens du mot « alternance ». Leur maison reçoit, les flashs crépitent, le Canada se regarde dans le miroir transatlantique, une jeune reine à rideau haut, un premier ministre au style oratoire d'un autre âge, et, à ses côtes, une épouse qui sait, d'une pression de coude, calmer les angoisses et huiler les rouages d'une visite d'État.
Regardez cette image de septembre 1957, Elizabeth II, tailleur clair, chapeau à voilette, traverse une foule d'Ottawa, derrière elle, Diefenbaker, le visage taille comme un rocher, scrute l'horizon. Fidèle à la couronne jusqu'aux scrupules, ce qui compte, pour lui, c'est l'unité symbolique du pays, la corde invisiblement tendue en sein. Jones et Victoria. Ses biographes notent sa dévotion à la monarchie, et Olive, dans ce théâtre, tient le rôle discret mais central de la relation. Personnel, main posée, petits mots, photographie qui rassure. Dans les marges de ces cliches, la politique s'écrit en calligraphie de salon. Juin 1957, la nuit où tout bascule. La victoire, courte, mais historique, a le goût de la poudre d'archives. Les progressistes conservateurs n'avaient pas gouverné depuis des lustres, et voilà Diefenbaker à la tribune, galvanisant, l'homme ordinaire, l'ouvrier de Thunder Bay comme le fermier d'Alberta. One Canada, il martelait le slogan comme une prière civique, jurant que la loi sera le bouclier des faibles. 2 ans plus tard, en 1958, il décrochait un raz-de-marée parlementaire que la mémoire politique canadienne classe encore parmi les victoires totales, ironie, pour un homme qu'on confond parfois avec un long régneur alors que sa gloire tient à la densité plus que à la durée. Et, au centre de la photographie officielle du nouveau pouvoir, un autre visage de femme s'impose, Hélène Luck-Fairclough, députée de Hamilton, nommée par Diefenbaker secrétaire d'État puis ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, la première femme de l'histoire du Canada à siéger au cabinet fédéral. Ce geste, dans la lumière des studios, n'est pas qu'un symbole, il tranche, il dérangeait, il inscrit le nom de Diefenbaker dans la liste très courte de ceux qui ont déplacé les murs du pouvoir. Arrêtons-nous une seconde sur cette nomination, car elle dit quelque chose d'intime. Diefenbaker, celui qu'on présente volontiers comme le chiffre, a une manière particulière de croiser le destin des femmes publiques. Parfois paternaliste, souvent sincère, toujours théâtral. En tendant la main à Fairclough, il revendique une modernité canadienne qui n'est pas celle des cafés parisiens et des salles paroissiales. Bien tenu, l'égalité par le mérite, l'accès aux responsabilités pour qui a du cran et des comptes justes. Fairclough, comptable de métier, vient avec sa mallette, ses colonnes de chiffres, et une conviction, les portes du cabinet ne doivent pas se refermer derrière elle. Elle poussera des dossiers difficiles, réforme de l'immigration, unification de la citoyenneté, élargissement des droits politiques. Et si certaines mesures de l'époque heurtent aujourd'hui, les débats de 1958 à 59 sur les quotas et les suspensions temporaires de parrainage, notamment pour des parents non à charge, l'impulsion de long terme vers une politique moins discriminatoire et un accès élargi au vote des autochtones porte la signature du ministre à qui Diefenbaker donne la clé. La politique, ici, a le visage d'une femme qui apprend au pays à parler autrement de qui a le droit d'entrer et de qui a le droit de voter. Mais revenons à la vie privée, car c'est là que notre récit tient sa note aiguë. Après Edna, l'ombre, avec Olive, la lumière. Et entre les deux, un fil de rumeurs que l'on choisit de regarder avec la prudence des historiens. Des murmures ont couru, comme ils courent toujours autour des puissants, amitié trop proche. Confidence m'a interprété. Les archives sérieuses, elles, ne corroborent pas de scandale. Amoureux retentissant, Diefenbaker n'est ni un bon rouan secret ni un ascète de marbre. Ce que l'on voit, en revanche, c'est un homme qui, dans ses livres et ses commémorations, a parfois, range, son passe intime derrière les tentures de l'histoire, au point que des auteurs, Sima Holt, notamment, dans The Other Missis Diefenbaker, se sont insurgés contre l'effacement d'Edna, l'amour inconnu et vif, écrions, sans lequel la carrière n'aurait peut-être pas tenu. L'allégation selon laquelle il aurait d'abord passé son premier mariage, sous silence dans ses mémoires, reste attribuée à ses sources. Et doit être citée pour ce qu'elle est, une lecture critique, précieuse parce qu'elle nous oblige à regarder le personnage en creux. Dans les couloirs du pouvoir, Olive opérait autrement. On la croise au bras de John à Washington, à Londres, à Ottawa, et l'on devine dans ses apartés un métier invisible, dégonfler une susceptibilité d'ambassadeur, repêcher une phrase qui a mal tourne, adoucir par un sourire quelques raideurs d'empire chez son mari. Les cliches des années 1957 à 1963 la montrent au naturel feutre des grandes dames d'après-guerre, robe droite, perle sage, mais regard qui sait compter les sièges et repérer les alliés. Dans son ombre à elle, d'autres silhouettes féminines passent, les secrétaires, les attachés,
les journalistes, un monde où, pour la première fois peut-être, un Premier ministre canadien étend réellement son cercle de travail aux compétences féminines au-delà du protocole. Les gestes sont parfois timides, parfois audacieux, ils dessinent un paysage de transition plus que de rupture. Imaginez maintenant la piste suivante, le bureau tard le soir, une lampe halogène, la fumée d'une époque où l'on fume encore sans y penser. Sur le bureau, un manuscrit rature One Canada où Diefenbaker s'essaie à raconter sa vie comme on plaide un procès. Cause, date, ennemi, triomphe. Entre les pages, Edna apparaît peu, très peu, puis un peu plus dans les éditions ultérieures. Est-ce l'oubli d'un veuf piège par sa pudeur? Le réflexe d'un homme saisi par l'idéologie de son temps, qui valorise la compagne protocolaire, Olive, la première dame, officielle, au détriment de la collaboratrice des années de poussière. Le mystère n'est pas soluble, mais y ouvre une voie narrative, celle d'un Canada où les femmes ont longtemps été le moteur clandestin de la politique masculine. Et si la première à entrer au cabinet est bien une femme grâce à lui, c'est peut-être, paradoxalement, parce qu'il a appris, trop tôt et trop cruellement, de quoi était faite la loyauté silencieuse d'Edna. Tout, chez Diefenbaker, est affaire de contraste. L'homme au verbe d'airain, mais aux fidélités froissées, le monarchiste fervent qui prêche la souveraineté de la Chambre des communes. Le défenseur des droits qui se bat pour une déclaration canadienne des droits et pour le vote des autochtones, tout en se heurtant à ses propres caucus et au vent glace de la guerre froide, le mari deux fois, qui semble n'avoir su donner à chacune que la moitié d'une place publique, l'une effacée par la mort et par les pages, l'autre magnifiée par les rites d'État. Dans ce ruban de paradoxes, les femmes ne sont pas des figurantes. Elles sont des lignes de force. Elles tiennent la lumière et les archives. Elles portent les assiettes et les amendements. Et, lorsque l'on gratte la surface des communiques, on découvre que la biographie sentimentale de Diefenbaker ne se lit pas en colonne de potins, mais en strates d'influence. Edna, la bâtisseuse effacée, Olive, la diplomate domestique, Hélène Fairclough, la pionnière institutionnelle, et, au-dessus de tout cela, la reine, présence de velours qui fixe la scène d'un regard d'acier. Vous entendez la montée du thème principal? On croit qu'une victoire écrasait les doutes. Celle de 1958, pourtant, les multiplie. Ottawa a encore l'odeur d'encre fraîche quand le nouveau géant parlementaire, une majorité si vaste qu'elle donne le vertige, commence à trembler sur ses appuis. Au centre de l'orchestre, John Diefenbaker dirige à grands gestes, mais c'est souvent une femme qui donne le tempo, Hélène Fairclough. Comptable au sac rigide, qui prend au sérieux la promesse des « un seul Canada » et fait sauter, ligne par ligne, des verrous que d'autres croyaient scellés à jamais. Première femme de l'histoire à siéger au cabinet fédéral, puis une audace de 2 jours qui fait date, première femme à occuper la fonction de Premier ministre par intérim, 19-20 février 1958, elle transforme un symbole en outil, statistique sur la table. Texte de loi à la main, elle pousse une politique d'immigration plus cohérente, moins ouvertement racialisée qu'avant, au prix de controverses qui lui collent à la peau. Dans les couloirs, on l'écoute parce qu'elle parle chiffres, dans la presse, on la regarde parce qu'elle est une première, et sûre. La scène intérieure du pouvoir, Diefenbaker compte sur elle pour donner à son grand récit la crédibilité des colonnes de résultats. Mais la plus lourde pierre du chantier, celle qu'il veut signer de son nom, c'est autre chose, la Déclaration canadienne des droits. L'homme qui plaide pour des fermiers à bout de souffle se fait législateur des libertés. Un 1er juillet 1960, il l'a déposée, et le 10 août, elle devient loi. Dans sa voix résonnent des causes anciennes, des affaires où l'ombre de l'arbitraire passait trop près des gens ordinaires. Oui, ce texte restera une loi fédérale, pas une cuirasse constitutionnelle, on dira qu'il protégeait, tant que vous ne vivez pas dans une province, mais, ce jour-là, Diefenbaker ne signe pas seulement un document, il signe un ton moral. Et les femmes autour de lui, Fairclough au cabinet, Olive dans l'appareil protocolaire, savent à quel point cette musique intériorisée. Une ambition, faire du droit non pas un monument mais une rampe d'accès. Les pages sèches de la Gazette du Canada deviennent, sous l'éclairage de sa rhétorique, une promesse faite à celui qui n'a personne. Il faut, pourtant, regarder l'autre main, celle qui tremble, l'économie penche, les usines toussent, et, en février 1959, le Canada avale une pilule dure comme de l'aluminium, l'annulation de l'Avro Arrow, l'avion fusée des rêves d'ingénieurs. À Malton,
on appelle cela le « vendredi noir ». Des milliers d'emplois s'évaporent, des plans sont déchiquetés, des ingénieurs font leurs valises pour Houston ou Seattle. Dans la boîte de nuit des récits nationaux, le projecteur, d'un coup, éclairait un visage, celui d'Olive, qui, lors d'un gala de bienfaisance, serre plus fort son sac à main parce qu'elle sait que la colère n'est jamais loin des insultes, et que ce soir-là, dans la salle, des gens voient en son mari le Cooper d'elle. Elle n'a pas rédigé la note au cabinet, mais elle en recueille les éclats, et, dans l'ombre, elle dispose les visites, les poignées. Demain, elle détournait des pics, elle humanise l'angle de l'annonce. Cette part non écrite du pouvoir ménager l'orgueil blesse d'un pays, fut aussi la sienne. L'année suivante, 1960, apporte un autre trait d'encre, cette fois plus net, le droit de vote fédéral pour les Premières Nations. Sans exiger l'abandon du statut. Ça paraît simple, rétrospectivement, ce fut une révolution administrative et symbolique. Depuis des décennies, on conditionnait la citoyenneté pleine à un renoncement humiliant, sans franchir, signifiait quitter, juridiquement, ce que vous étiez. Diefenbaker, appuyé par des alliés comme le sénateur James Gladstone, franchit la porte et la laisse ouverte. Dans les bureaux, Fairclough ajuste les textes, sur le terrain, des femmes autochtones expliquent à d'autres femmes ce que cela va changer, non pas à fin de toutes les injustices, mais la possibilité d'inscrire un nom au registre national sans renoncer à un autre nom, plus ancien. Dans la mémoire collective, ce moment vibre encore, on glisse un bulletin, et, quelque part, un fil se retend entre pays et peuples. C'est ici que la dramaturgie privée remonte, comme une nappe d'eau sous la Seine. Les conversations nocturnes à 24, promenades Sussex deviennent plus longues, Olive écoute son mari se heurter à la carte du monde. À l'ouest, l'ombre d'une Union soviétique qui investit les fusées, au sud, des États-Unis qui veulent des engagements nets, au nord. Un ciel que l'on prétend protéger avec des missiles américains Bomark, mais armes de quoi, exactement? La question des ogives nucléaires s'insinue, puis elle griffe. Les briefs s'empilent, les briefings dérapent, les loyautés grincent, la politique de défense est une mécanique de précision où chaque silence compte double. Dans la salle à manger, au retour d'un jour difficile, Olive sert un plat simple, il mange peu. Elle comprend que son rôle, ne jamais ajouter du bruit à la tempête, devient une forme d'ascèse. Et lorsque, plus tard, le ministre de la Défense Douglas Harding finira par démissionner sur cette question, elle saura que ce qui à craque n'est pas une lueur, mais une charpente. Puis arrive l'Américain au sourire cinématographique. John Fitzgerald Kennedy descend d'Air Force One avec une élégance qui brutalise les calendriers. Ottawa, en mai 1961, ressemble soudain à un plateau de cinéma. Jackie hypnotise les objectifs, Olive tient sa place avec la grâce mûrie d'une femme qui connaît le protocole comme un métier, mais aussi l'art plus fin de l'amitié publique, on la voit accompagner Madame Kennedy au musée des Beaux-Arts, respirer dans les pauses. L'énergie des foules, sourire sans ciller quand une question déviée. Diefenbaker, lui, suit un autre scénario. Il voit chez Kennedy la brillance d'une Amérique impatiente, le poids d'un voisin qui veut pousser le Canada à des choix rapides. Organisation des États américains, armes nucléaires, alignement sans nuance. Entre les deux hommes, le courant est capricieux, cordial en surface, orageux au tréfonds. La rumeur veut qu'une note de briefing oubliée par Kennedy, avec la liste des pressions à exercer, et plombe l'atmosphère, on ne sait pas si Diefenbaker se sentit plus offense par la condescendance ou par l'indiscrétion du hasard. Dans la chorégraphie des caméras, cependant, tout paraît lisse, poignée de main, toast, arbre-plante. Olive, encore, sert de joint, elle sait que la photographie fera office d'archive, et elle la rend impeccable. L'année suivante, l'octobre 1962 qui serre la gorge de la planète, la crise des missiles de Cuba brise cet équilibre protocolaire. Washington passe en DEFCON 3, Ottawa hésitait, discute, si de n'avoir pas été consulte comme un allié qu'on respecte. Diefenbaker soupesait les mots en chambre, évoquait des inspections par des pays neutres avant d'avaliser la version américaine. À la Maison-Blanche, on entend surtout une mise en doute. Pendant que les forces armées canadiennes se mettent en branle à la hâte, parfois sur ordre officieux avant l'aval officiel, le Premier ministre découvre la solitude glacée des heures historiques. À la maison, Olive mesure à quel point la posture du « voisin exigeant » s'est durcie. Elle serre le plus tard, parle moins, elle sait que l'opinion adore les héros simples, et que son mari a choisi la complexité. Dans les éditoriaux,
les louanges pour Kennedy abondent, à Ottawa, les fissures dans le caucus s'élargissent. Et, comme si la dramaturgie publique ne suffisait pas, une intrigue à la frontière du roman d'espionnage et du mélodrame menace de dévorer les conversations, l'affaire Missinger. Une jeune femme venue d'Allemagne de l'Est, Gerda, passée par des vies plus compliquées qu'un dossier administratif ne saurait en rendre compte, se retrouve liée, par des rumeurs, par quelques photos, par des confidences, à des ministres progressistes conservateurs. Diefenbaker, informe par la GRC en décembre 1960, gronde, admoneste, exige la fin des liaisons, mais la mèche est allumée, et le scandale, bien que ressurgi bruyamment en 1966 sous un autre gouvernement, a ses racines dans ces années-là. C'est une affaire où le sexe sert de carburant à la sécurité d'État, où l'ombre des services plane au-dessus des alcôves, où l'on se demande toujours qui manipule qui. Olive, en bonne stratège du silence, tient la ligne, elle protégeait les heures de son mari, cloisonne les dîners, tient à distance les questions trop personnelles. Les biographes diront que Diefenbaker, farouche sur la probité, détestait ce mélange d'intimité et de menaces. Dans la mémoire populaire, elle, espionne, blonde rôde comme une silhouette de fil noir, dans l'histoire, elle reste une note de bas de page qui révélait surtout la vulnérabilité des hommes de pouvoir lorsqu'une ville entière veut savoir avec qui ils dansent. Au cœur de ces secousses, un fil ne casse pas, la relation à la couronne. Diefenbaker, monarchiste viscéral, voit dans la reine non pas une relique mais une charpente symbolique, il veut que le Canada se tienne droit, foulard bien mou, dans le concert des nations. Olive excelle dans cette grammaire, les garden parties, les réceptions, les accolades calculées qui disent « nous » sans créer d'ombre. Elle cultive une forme de glamour sans extravagance qui convient à l'époque, on parcourt aujourd'hui ces robes conservées au Diefenbaker. Canada Centre comme on feuillette un album de diplomatie domestique. Chaque ourlet raconte une visite, chaque perle retient une phrase. Si Edna avait été la stratège du gravier et des cartes de compte, Olive est l'architecte du velours, sa manière d'appuyer le récit. De John n'est pas moins politique, seulement plus photogénique. Pourtant, dans les feuillets d'archives, une autre femme continue d'aimanter la plume, Edna. Son nom remonte, encore et encore, dans les livres, chez les critiques, chez les amis de jeunesse qui se souviennent d'elle débarquant la veille dans un village, carnet en main, pour préparer le meeting du lendemain. On a beaucoup écrit, parfois sévèrement, sur elle, oubli, d'Edna dans les premières versions du récit qu'élaborait Diefenbaker de lui. Même, Sima Holt, dans The Other Mrs. Diefenbaker, périple minutieux et empathique, reconstitue la vie d'une femme dont l'énergie politique charpente la carrière du futur Premier ministre. On peut contester les jugements, débattre des intentions, pudeur d'un veuf, souci de ne pas réécrire la douleur, préférence des éditeurs. Pour l'épouse en exercice et ses photos impeccables, il n'en reste pas moins que l'ombre d'Edna, en 1960 comme en 1935, pose la question qui fâche, combien de victoires sont le fruit d'un travail féminin rejeté ensuite dans la marge. Dans les salons d'Ottawa, on parle de missiles et d'alliances, sur les pages, une femme de la prairie demande, sans le dire, que l'on rappelle son nom à la fin des discours. Alors que la déclaration des droits s'asmartit en jurisprudence et que les votes autochtones réécrivent peu à peu la cartographie morale du pays, l'horloge de la guerre froide accélérait le pas. Diefenbaker, fidèle à l'idée de souveraineté canadienne, rechigne à laisser Washington dicter la manière dont les ogives doivent entrer sur le sol. Washington, fidèle à l'idée de leadership sans patience, lit dans ses hésitations une tiédeur stratégique. Acton, las, quitte la table. Le cabinet se craquelle. Le public, lui, ne sait plus si l'on a affaire à un principe ou à une cacophonie. Au milieu de la tourmente, regardez bien la scène domestique, Olive repasse une robe, rajoute une épingle, elle sait que le lendemain il faudra encore paraître, qu'aucun ourlet ne doit trahir la fatigue. Il y a, dans ce detail, toute une éthique, faire tenir les formes pendant que l'histoire cogne aux fenêtres. Hélène Fairclough, pendant ce temps, continue de travailler inlassablement, parfois à contre-courant. Ces réformes de 1962 vers une politique d'immigration plus universelle, moins explicitement discriminatoire, se faufilent à travers hurlements, éditoriaux, interceptions parlementaires. Elle a, dira-t-on, trop serre la vis ici, trop dessert là. C'est le lot des ministres qui bougent des curseurs sensibles. Mais derrière ces désaccords, la fin d'une histoire de pouvoir ne ressemble jamais à un coup de tonnerre isolé.
c'est une rafale qui s'installe, une pression qui monte par degrés, jusqu'à casser une charpente. L'hiver 1963, à Ottawa, à l'odeur du papier humide et de l'encre de minuit. Dans les couloirs, on perçoit les murmures comme des courants d'air, ogive ou pas ogive, missile ou pas missile, fidélité à elle. Ali ou souveraineté du Parlement. Au cœur du cyclone, la question des Bomark et de leur tétée nucléaire se dit-elle si technique qu'il semble d'abord trivial, et qui devient un test d'âme publique. Douglas Acton, ministre de la Défense, homme car, finit par jeter sa cravate sur la table, il démissionnait, persuade qu'on ne peut acheter les missiles sans leurs dents atomiques. Diefenbaker, solide en apparence, vacille à l'intérieur, il tient à l'idée d'un Canada qui décide, non qui s'aligne. La tempête qui s'ensuit n'est pas qu'un débat stratégique, elle éreintait la confiance, fissure les amitiés, entaille l'image du chef. Et, très vite, ce n'est plus une météo, c'est une mécanique parlementaire. Un vote de censure tombe, le gouvernement s'écroulait, l'élection est déclenchée pour le 8 avril 1963. Le pays, haletant, choisira finalement Lester B. Pearson. Pour Diefenbaker, c'est une chute publique précédée d'un long crépitement intérieur. Rien, pourtant, n'est simple dans la mémoire d'un personnage, surtout lorsque cette mémoire est faite de femmes, de loyauté et de gestes minuscules qui, mis bout à bout, changent le cours des choses. Au moment où s'annonce la campagne, Olive resserre le protocole comme on refait un nœud de cravate, plus d'ordre, moins d'accrocs. Des réceptions où l'on croise encore des sourires américains, mais où l'on veille à ce que la conversation ne s'évade pas vers des sujets qui rallument l'incendie. Dans les salons, elle prend l'habitude d'une diplomatie d'intérieur, placer tel sénateur près d'un député rétif, offrir une sortie élégante à un journaliste trop curieux. Les archives et les photos conservent cette façade lisse, impassible, presque stendhalienne. Derrière, on entend la vaisselle qui teinte quand la porte du bureau claque trop fort. Elle sait qu'une campagne peut se perdre sur un haussement d'épaule. Elle sait aussi que, cette fois, la houle vient de l'intérieur. Du navire, du cabinet fracture, des dossiers qui font grincer, des états-majors où l'on compte les mains levées et les bras croisés. La dramaturgie américano-canadienne ajoute son ombre. Avec Kennedy, Diefenbaker a vécu la séquence étrange des politesses froissées, la visite protocolaire de 1961 où l'on échange des toasts et des regards, mais où chacun devine chez l'autre un fond d'impatience, les conversations où Cuba, l'OEA, les missiles dressent des cartes incompatibles, cette rumeur persistante d'un mémo laisse comme par inadvertance, qui aurait de taille les pressions exercées sur Ottawa. Qu'importe la précision de l'anecdote, l'essentiel est ailleurs, deux styles s'affrontent, deux morales du voisinage. L'Amérique veut une réponse claire, même brutale. Diefenbaker, lui, préfère la nuance, la lenteur institutionnelle, le Parlement en scène principale. Il ne goûte pas la condescendance, et Kennedy supporte mal la résistance polie, l'histoire s'écrit alors dans les interstices, et Olive, qui n'a rien d'une naïve, les perçoit tous. Elle s'avance d'un demi-pas quand il faut, préserver la photo, redresse la ligne de crête. Les archives américaines garderont la trace sèche des échanges, les albums photos canadiens, celle d'une première dame en gants blancs. Qui empêchait, juste assez, que la porcelaine se brise. Le 8 avril 1963, la sentence est nette, les libéraux de Pearson engrangent 128 sièges, les progressistes conservateurs n'en retiennent plus la clé. À la radio, la voix qui annonce les résultats a le ton d'un acte notarié. Chez les Diefenbaker, c'est un silence de feutre qui s'abat. On dit que l'homme au verbe d'airain alla s'asseoir longtemps, ce soir-là, sans parler. Il avait connu les foules en liesse, il connaissait désormais la foule muette du lendemain de défaite. Quiconque s'ébrise une fois sur la mécanique des urnes sait qu'elle n'a pas d'odeur, seulement une inertie obstinée. Dans les jours qui suivent, John refuse la posture du perdant qui se replie, il reste chef, député de Prince Albert, adversaire décide, tribune intacte. Olive, de son côté, réduit le champ, moins de mondanité, plus de présence auprès de l'homme qui, quand il ne parle pas, cogite. Et, sous la surface, un autre récit s'enclenche, plus cruel que la défaite, celui de la dissidence interne. Car le pouvoir imprime des dettes à ceux qui l'on porte, et la défaite en révélait le montant. Dans les années qui suivent, un nom devient le sésame d'une grogne, Dalton Camp, publicitaire habile, organisateur implacable, qui regarde le vieux chef et voit un parti bâti pour hier.
Quand enclenche un processus que les manuels décriront comme un « examen de direction », en langage de coulisses, c'est une mise en demeure, le temps est venu de tourner la page. Autour de lui, une génération de progressistes conservateurs se soude, parmi eux, une femme qui deviendra, plus tard, l'un des visages les plus remarquables de la politique canadienne, Flora MacDonald, organisatrice redoutée, future ministre des Affaires extérieures. Qui, alors, se heurte à Diefenbaker pour avoir pris fait et cause pour camp. Il l'a congédiée, dit-on, un trait sec, elle rebondira, plus haut, plus fort. Cette querelle dit quelque chose de la relation de Diefenbaker aux femmes de talent, statut d'égal quand la loyauté est intacte. Dureté sans pitié quand l'allégeance bascule. La politique, chez lui, est une famille, elle supporte mal l'affront des filles prodiges. À côte de ces guerres de tranchées, l'ombre d'anciennes intrigues continue de hanter les journaux, l'affaire Mincinger, éveillée. En 1966, nationalise pendant quelques semaines le mélange des draps et de la raison d'État. Les colonnes hargneuses raffolent de l'idée d'une espionne blonde, de ministres trop faciles, de secrets d'oreiller et de dossiers de la GRC. Pour Diefenbaker, c'est le pire cocktail, sexe plus sécurité, insinuation plus patriote feutre. Les biographies sérieuses ne le mettent en cause que comme chef tenace, informe en 1960 et soucieux d'étouffer la mèche, la liaison. Est celle de Pierre Sevigny, son ministre associé de la Défense. Mais l'opinion confond volontiers les silhouettes, et Diefenbaker déteste cette confusion. Olive, en stratège du silence, verrouille la maison, resserre l'entourage, décourager les conversations glissantes. À l'échelle de son couple, cette affaire est une invasion par bruit, elle dissout la frontière entre la chambre et la chambre, menace. Son art même, tenir la scène privée hors du spectacle. Le tumulte, pourtant, finira par s'essouffler, laissant un goût d'eau croupie et d'injustice mal lavée. C'est dans ces années d'opposition qu'un autre visage féminin ressurgit, à rebours, comme une photographie retrouvée dans une boîte. À chaussures, Edna Mebrower. Les journalistes curieux, les chroniqueurs de mémoire ouvrent les albums, interrogent les voisins d'autrefois, exhument les récits. Des campagnes en Ford poussiéreux où Edna jouait l'éclaireuse. Des textes rappellent qu'à sa mort, en 1951, des députés s'étaient levés pour lui rendre hommage, fait rare pour une citoyenne qui n'avait jamais occupé de siège, signe d'une influence perçue par-delà les murs. Dans ce miroir rétrospectif, elle oublie, d'Edna dans la première strate des mémoires de John, oublie que d'aucuns attribuent à la pudeur, d'autres à un réflexe de réécriture, apparaît comme une faute de goût que l'histoire corrige elle-même, la première épouse. Revient par la petite porte des anecdotes, puis par la grande des biographies. Et le personnage de Diefenbaker s'en trouve complexifié, l'homme qui, en 1957, ouvre le cabinet à une femme pionnière est aussi celui dont la légende aura, un temps, relégué l'épouse fondatrice au rang de silhouette. Double mouvement, double dette. Pendant que les chroniqueurs fouillent les cartons, la vie avance, et avec elle son compte d'irréversible. L'Avro Arrow, symbole renverse d'un pays qui rêvait d'elle supersonique, continue de hanter l'imaginaire, dans les bars d'ingénieurs. On refait le match, dans les maisons, on se souvient des déménagements force vers Seattle ou Houston. La décision de 1959 a eu l'effet d'une hache sur un pommier en fleurs, on en parle encore comme d'un « vendredi noir ». Dans l'âme de Diefenbaker, la blessure n'a jamais tout à fait cicatrise, on y lit, en filigrane, sa conviction que la guerre de R avait changé de forme, que les missiles l'emporteraient sur les intercepteurs, et que l'addition dépassait ce que le pays pouvait payer. Ses détracteurs y voient, au contraire, l'erreur stratégique qui a gelé un rêve national. La politique, là encore, est une scène où l'on débat de chiffres avec les tripes. Et puis il y a la maison. Il y a toujours la maison. Elle a l'allure un peu moins bruyante qu'avant, les bouquets moins charges, les soirées plus courtes. Olive porte la lumière avec une gravité nouvelle, ses photos, dans les archives, montrent la même élégance, mais le regard s'est épaissi d'une fatigue digne. Elle continuera d'accompagner John dans les rituels de l'opposition, dans les réceptions où l'on célèbre un pays qui se cherche une nouvelle musique. Bientôt, une feuille d'érable remplacera l'enseigne rouge sur le mat fédéral, et Diefenbaker attache à l'ancienne bannière, bougonnera avec panache. Son mariage avec Olive restera sans enfant commun, mais non sans tendresse. Leur duo, au crépuscule, prend les couleurs d'une fidélité qui traverse toutes les fêlures publiques.
En décembre 1976, la nouvelle tombe, Olive meurt à Ottawa. Le veuf, cette fois, ne feint pas la distance, son deuil à l'intensité calme des dernières pages. Pourtant, l'histoire n'a pas dit son dernier mot, elle garde une scène solennelle pour qui a su, un jour, parler au pays d'une voix qui résonne encore. L'été 1979, à Ottawa, on ferme un livre très épais. John George Diefenbaker meurt le 16 août. Les honneurs s'alignent, la chambre déploie ses rites, la dépouille est exposée sous les voûtes, puis vient ce voyage lent, presque religieux, vers l'ouest, un train funéraire traverse le pays, et, le long des voies, des milliers de Canadiens se tiennent immobiles. Pour saluer un cercueil drap à la fois de la feuille d'érable et de l'enseigne rouge, compromis ému entre le Canada qui venait et celui qui l'avait aimé. À Saskatoon, sur le campus de son université, un lieu qu'il a choisi lui-même, on creuse la terre, là, au bord de la rivière Saskatchewan. Sud, John et Olive reposent aujourd'hui, côte à côte, sous la lumière longue des prairies. La photographie du site, paisible, achevait l'histoire en images, le politique et l'intime réunis en un panorama qui ne se démodait pas. Mais revenons, une dernière fois dans cette partie, au thème qui serre la gorge et guide notre récit, ses relations avec les femmes. Épouses, amies, alliés, intrigues. Qu'a-t-on appris, au fil des années et des papiers? Qu'il n'existe pas, autour de Diefenbaker, ce chapelet de scandales amoureux tapageurs que l'on peut lister sous d'autres puissants. Qu'il fut davantage un homme d'attachement que d'aventure, de loyauté intransigeante que de liaison secrète. Le roman sexuel de son époque explose autour de lui, l'affaire Mincinger, silhouette de fil noir glissant d'un ministère à elle. Autre, mais ne le saisit jamais personnellement. Ce qui demeure, à la place, c'est une dramaturgie de la reconnaissance et de l'oubli. Edna, la co-architecte des années de poussière. Effacée puis retrouvée, Olive, la grande dame du paravent diplomatique, tantôt glamour, tantôt bouclier, Hélène Fairclough, collègue. D'égal à égal, première femme au cabinet, un instant première ministre intérimaire, une fissure décisive dans les murs d'un édifice réservé aux hommes. Les dossiers fondamentaux, Déclaration canadienne des droits, extension du vote fédéral aux Premières Nations, débat sur la défense. En temps de missile, on, pour ainsi dire, leur, part féminine, rédactrice et ministre penchée sur des lignes de loi, compagne. Tenant le cap lorsque la boussole vibre, militante des prairies qui transformait une campagne en réseau de visages et de prénoms. À leur décrire la légende, le piège serait de cantonner les femmes à l'iconographie, perles, chapeaux, gants. La vérité documentée, dit qu'elles furent moteurs, amortisseurs, dynamo, et parfois, oui, miroir critique. Et si l'on devait choisir une image pour résumer la fin de ce cycle, ce ne serait pas un pupitre, ni une tribune, ni même un convoi funéraire. Ce serait une table de cuisine dans une petite ville des prairies, comme au début, avec, sur la carte froissée de l'histoire, certains destins tiennent dans des lignes droites, d'autres dessinent une sinusoïde qui ne cesse de remonter vers la lumière puis de replonger dans l'ombre. La fin de la trajectoire de John George Diefenbaker appartient à la seconde catégorie, une suite d'ondes, de secousses, de répliques. Où la politique, l'amour, la loyauté et l'orgueil font claquer leurs portes comme dans une vieille maison battue par le vent. Après 1963, l'écho de sa voix continue de vibrer à la chambre, mais l'architecture du pouvoir est ailleurs, les salons sont plus silencieux, et les « histoires de femmes », celles sans lesquelles notre récit n'a ni chair ni âme, se recomposent en un dernier acte d'une intensité étrange. Car c'est au crépuscule que les silhouettes se découpent le mieux, Edna l'absente qui gagne en présence dans les mémoires, Olive. La gardienne des formes qui se bat désormais contre la fatigue des jours, et, dans les coulisses, des professionnels politiques. Hélène Fairclough, déjà pionnière, bientôt suivie par d'autres qui transforment la scène canadienne en un décor moins étroit. Les faits restent têtus, le Canada a, depuis 1960, sa déclaration des droits et le droit de vote fédéral pour les Premières Nations. Et ces textes, nés sous Diefenbaker, continuent d'éclairer la dramaturgie d'un homme dont les affections privées et les fidélités publiques ont souvent parlé la même langue. Mais l'ombre des missiles n'a pas tout à fait fini de s'étirer. Le débat Beaumark, longtemps après la chute du gouvernement, demeure un caillou dans la chaussure du chef déchu, et une balafre dans la mémoire de couple. Douglas Hackney claque la porte en 1963, convaincu qu'acheter des Beaumark sans ogive nucléaire, c'était acheter des flèches sans pointe. Diefenbaker, lui, avait voulu gagner du temps, réclamer des garanties, ménager la souveraineté,
il y avait là, déjà, ce divorce de tempérament avec Washington qui donnera sa relation avec John F. Kennedy la raideur d'un col amidon. Aujourd'hui encore, les vitrines du Diefenbaker Canada Centre rappellent ce casse-tête, le missile conçu pour porter du nucléaire. L'alliance NORAD qui presse, la prudence canadienne qui temporise. L'histoire officielle note la phrase sèche de Hackney, irraisonnable, d'obtenir des missiles sans ogive, et la chronologie. Implacable, l'automne 1958 laisse présager l'option nucléaire, 1960 voit l'hésitation, 1962 la crise de Cuba s'entêter très tôt. Canada, 1963 la rupture politique. Au salon, pendant ces années d'après, Olive referme les dossiers, mais la poussière reste dans l'air. La gêne transfrontalière a son propre folklore, une note américaine oubliée dans une corbeille, des annotations perçues comme condescendantes. Des enregistrements où l'on entend l'agacement de Kennedy, la susceptibilité de Diefenbaker, et ce mur invisible qui sépare le voisin presse du voisin légaliste. Ces documents, qu'on lit aujourd'hui au CAL, donnent à revoir la scène de 1961, Ottawa reçoit le glamour intimidant des Kennedy. Jackie aimante les regards, mais le cœur du dossier n'est pas une robe ni un toast, c'est une liste de pressions à exercer et la conviction canadienne que l'Alliance n'autorise pas tout. Les archives diplomatiques américaines et les récits secondaires conservent les angles. La photo, elle, reste impeccable et merci Olive. En avril 1963, le verdict des urnes tombe, froid, chiffre, Lester B. Pearson prend la tête d'un gouvernement libéral, 128 sièges contre 95 aux progressistes conservateurs. On peut débattre à l'infini des causes missiles, économie, style, relations américano-canadiennes, il reste cette image domestique d'un soir de défaite où l'on éteint la radio un peu trop tard. Le lendemain, Diefenbaker refuse la retraite amère, il demeurera député, chef, adversaire, voix. Olive, elle, resserre le protocole autour d'une vie plus étroite, plus calme, mais toujours réglée. Le couple tient, sans enfant, avec cette tendresse qui ne s'annonce pas, faite de routine et de regard. Les chiffres d'élection ne disent jamais cette part-là. Puis vient, coupante, l'ère des couteaux à l'intérieur du parti. La bannière progressiste conservatrice se déchirait sur une bataille d'héritage où un nom s'impose, celui de Dalton Camp. Publicitaire agile, organisateur de poigne, il invente ce que les manuels appelleront le leadership revière, dans la langue de coulisses. C'est une conjuration, passons à autre chose. Voici qu'entre en scène Flora MacDonald, organisatrice de grands talents, future ministre des Affaires extérieures, qui choisissant. Quand et paie le prix, Diefenbaker la renvoie du siège du parti en 1966. La colère de Flora fera date, son retour aussi. Dans ce heurt, la relation du vieux chef aux femmes puissantes se révélait sans phare, respect sans condescendance quand la loyauté est entière, dureté sans indulgence quand l'allégeance se déplace. Mais il faut prendre la scène entière, dans ce même courant de l'histoire, Hélène Fairclough, la première au cabinet, demeure une référence tangible, preuve qu'un geste du pouvoir peut briser un plafond de verre même si, plus tard, d'autres tempêtes emportent les meubles. Dans les marges, les journaux s'agrippent à l'odeur sulfureuse d'un feuilleton, l'affaire Mincinger. En 1966, Ottawa tout entier se passionne pour l'histoire d'une Allemande de l'Est aux liaisons dangereuses, Gerda Mincinger, et pour la ligne trouble qui relie vie privée, sécurité et politique. Les meilleurs récits replacent l'affaire à sa juste distance, maîtresse avérée du ministre associé de la Défense Pierre Sevigny. Note de la GRC en 1960, soupçon d'espionnage importe par services alliés et un pays qui découvre, médusé, que la rumeur peut devenir un instrument d'État. Diefenbaker n'y est pas coupable d'errance sentimentale, mais de volonté d'étouffer l'étincelle, c'est le chef qui gronde, admoneste, exige. Olive verrouille le périmètre. La frontière entre la chambre et la chambre, violée par le vacarme, se refermera lentement, laissant la scène centrale au dossier. Moins romanesque, plus durable. C'est alors qu'un autre fantôme revient dans le champ, et cette fois, il ne fait peur à personne, Edna Lebrower. Les biographes curieux rouvrent les cartons, les chroniqueurs interrogent les témoins, et elle, oublie, d'Edna dans la première strate. Du récit public de Diefenbaker, oubli incompréhensible pour certains, pudeur de veuf pour d'autres, devient un petit dossier de révision, où la première épouse retrouve, à force de preuves et d'anecdotes, sa plaque d'architecte invisible.
On rappelle qu'à sa mort, en 1951, la Chambre des communes lui avait rendu hommage, honneur rarissime pour une non-élue, et que tout, dans les souvenirs de campagne, désignait son rôle de stratège du terrain, le carnet, les prénoms, les dettes, les grands effondrés à citer au bon moment. Replacer Edna, c'est corriger une focale, c'est accepter que la biographie d'un leader se raconte aussi au féminin, même quand le livre de l'intéressé, One Canada, ne lui laissait d'abord que quelques pages. Pendant ce temps, dans la grande photographie canadienne, les gestes nés sous Diefenbaker continuent de produire leurs effets. La Déclaration canadienne des droits, simple loi, diront les juristes, pas une cuirasse constitutionnelle, s'installe comme une note morale dans la jurisprudence fédérale. Elle ne lie pas les provinces, certes, mais elle donne aux citoyens une langue et un réflexe. Et, plus décisif encore dans le paysage électoral, l'extension en 1960 du droit de vote fédéral aux Premières Nations sans renoncement. Au statut inscrit dans le registre national une appartenance longtemps soumise à l'humiliation de l'enfranchissement. On peut, aujourd'hui, enseigner ces dates sur des frises chronologiques et des sites pédagogiques, on oublie la part humaine de ces bascules. Des femmes autochtones expliquant à d'autres femmes ce que change un bulletin pli, des secrétaires qui retapent les circulaires. Des militantes qui repassent les chaises après la séance. La loi, ici, a des doigts et des voix. Il restait, pour notre récit, deux images à poser sur la table. La première, Olive. Toujours impeccable, moins souvent photographiée, veillant pourtant au grain, aux fleurs, aux cartes de table, à ce protocole qui est une façon d'aimer. 22 décembre 1976, la nouvelle tombe, sèche, Olive meurt à Ottawa. Sans enfant, le couple avait rangé ses tendresses dans des routines assez solides pour encaisser le pire. Le veuf, qui avait jadis si mal su montrer sa douleur, ne s'invente pas une froideur, les pages publiques en portent la trace. Et même si la bibliographie n'a pas à s'attarder sur un chagrin, notre dramaturgie, elle, s'en souvient, dès lors, les apparitions de John ont ce voile discret qu'on reconnaît chez ceux qui ont perdu, la main qui arrange les plis. La seconde image, le train funéraire. 16 août 1979, Ottawa referme un livre, la dépouille du 13e Premier ministre est exposée sur la colline, puis on charge le cercueil. Drape d'une feuille d'érable et de l'ancienne enseigne rouge qui chérit, dans un convoi qui traversera le pays jusqu'à Saskatoon. Le long des voies, des foules se figent, à midi comme à minuit, dans un silence que l'on ne sait plus faire aujourd'hui. À Winnipeg, la file se mesure en kilomètres, au cœur de la nuit. Et, là-bas, sur son campus à l'université de la Saskatchewan, au-dessus de la rivière, un lieu unique les attend. Lui et Olive, leur tombe, à l'extérieur du Diefenbaker Canada Centre, sous ce ciel prairial qui allonge les ombres et adoucit les chagrins. Le site, voulu par lui, fait office de dernier chapitre et, mieux que des mots, relie le politique à l'intime. Qui veut voir la selle aujourd'hui peut encore s'y rendre et lire sur la stèle la géographie d'une vie, on y sent le vent, on y voit. Passer des étudiants, on y comprend, peut-être, qu'une biographie n'est jamais qu'un paysage habité par des noms. Reste la question qui a tenu notre récit, les femmes de Diefenbaker, épouses, alliées, rivales, intrigues.